Bénin vote ce dimanche pour élire ses 83 députés dans un scrutin où seuls 2 partis du camp présidentiel sont en lice et où l'on craint des perturbations et une très forte abstention en signe de protestation. En Guinée-Bissau, 10 jours après l'investiture du nouveau Parlement, la crise politique se poursuit. Les députés ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau, condition préalable à la composition du gouvernement. Et puis, au Mozambique, le cyclone Kenneth, qui s'est abattu jeudi sur l'extrême nord du pays, a fait au moins 5 morts et plus de 3300 maisons endommagées, selon un bilan annoncé samedi par le gouvernement. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 28 avril de l'an 2019. Bienvenue à tous. Le Bénin vote ce dimanche pour élire ses 83 députés dans un scrutin où seuls 2 partis proches du pouvoir ont pu présenter des candidats et où l'on craint des perturbations et une très forte abstention. Les rues de Cotonou étaient particulièrement calmes et tous les marchés et magasins étaient fermés. Les principaux partis d'opposition ont demandé à leurs militants de boycotter le scrutin où ils n'ont pas pu présenter de candidats pour des raisons administratives. Il faut dire que dans les bureaux de vote ouverts depuis 6 heures GMT, l'affluence était très timide. Pas de file d'attente comme c'est généralement le cas. À compte-gouttes, certains électeurs effectuent le déplacement dans un environnement de psychose généralisée. Voici les premières réactions de quelques électeurs qui ont bien voulu se confier à nos micros. Je suis très heureux. C'est un devoir civique. C'est un devoir civique. Comme j'aime le dire, on n'a pas besoin d'être encouragé et suscité par Mandela ou bien Monseigneur Gaillé pour accomplir son devoir civique. Je viens de le faire, j'en suis très heureux et très fier. Je me suis levé, quittant ma maison, j'habite le quartier, je suis venu m'acquitter d'un devoir. Puisque une loi a été votée, promulguée, l'appel a été fait pour le 28. J'ai pris mes dispositions pour venir voter. Il y a des consignes qui sont passées par certains partis politiques traditionnels pour demander à leurs militants de ne pas sortir. Bon, un bon militant répond aux mots d'ordre du parti. Un bon militant, je dis bien. Nous devons apprendre, disons, à fonctionner dans ce sens. Donc, je ne juge personne. Je ne condamne pas ceux qui ne sont pas venus voter. Pour cette raison, mais moi, en tant que chef de parti, je suis venu voter parce que je n'ai rien contre personne. Et c'est un devoir de participer. J'ai exprimé ce que mon cœur me dit de faire. Et mon fils également est venu. Tous les miens de la maison viendront au fur et à mesure le faire. Et puis voilà. La population ne sort pas pour voter. Compte tenu des rumeurs, tout ça, les tensions, peut-être que c'est pour cela que la population a peur de voter. Donc je les invite de sortir, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent sortir massivement pour voter. Et pendant ce temps, la plateforme électorale des organisations de la société civile était face à la presse dans le cadre de ces élections. Elle est préoccupée par la tenue d'une élection apaisée malgré les tensions notées de part et d'autre. La plateforme a fait le point du déroulement du scrutin après 4 heures de vote. On écoute. Sur l'ensemble des postes suivis par les moniteurs, 67,3% ont démarré les opérations à 7 heures et dans 64,6% des centres de vote surveillés, les agents des forces de sécurité étaient présents. Les conditions d'ouverture ont été les moins satisfaisantes dans le plateau, le littoral et le Koufou. Dans environ 12% des centres de vote suivis par les moniteurs, il a été observé un déploiement inhabituel des agents de force de l'ordre et de sécurité. Sur l'ambiance dans les postes de vote au démarrage du scrutin,
La plateforme a noté dans la plupart des départements des manifestations des populations dispersées par les forces de l'ordre. Certains postes de vote n'ont pas ouvert ou ont dû fermer pour diverses raisons. Absence des agents électoraux, présence de fétiches et d'autres statuettes sur les lieux, incendie du matériel électoral, dispersion des électeurs, coups de feu, etc. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin recommande aux forces de l'ordre de revoir leur stratégie de maintien de l'ordre tout en préservant les droits de la personne humaine. Préoccupée par la restriction de l'accès à l'Internet, la plateforme réitère sa recommandation relative à la fourniture permanente sur l'Internet sur toute l'étendue du territoire national. En bref, en Guinée-Bissau, 10 jours après l'investiture du nouveau Parlement, la crise politique se poursuit. Les députés ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau, condition préalable à la composition du gouvernement. Depuis le 18 avril dernier, les débats achoppent sur l'attribution du poste de deuxième vice-président de l'Assemblée qu'une formation dissidente du parti au pouvoir revendique. Faute d'élection du bureau de l'Assemblée nationale, celle-ci ne peut pas proposer au président de la République le nom du Premier ministre. Ce poste devrait revenir à Domingos Simões Pereira, chef du PAIGC, principale formation de la nouvelle Assemblée nationale. Nous sommes toujours au Parlement, mais cette fois-ci au Togo, où la question de la révision de la Constitution revient au devant de l'actualité. Le projet de loi de révision avorté fin 2018 pour faute de consensus a été réintroduit en commission des lois le 23 avril dernier. Ferdinand Gadé pour plus de précisions. Une semaine après l'installation officielle des commissions parlementaires, la 6e législature au Togo s'attaque à ses principales priorités. Avorté en fin d'année 2018 pour défaut de consensus, le projet de révision constitutionnelle est relancé cette année. Annoncé comme la priorité à l'avènement de cette nouvelle législature, le projet de révision de la Constitution est réintroduit le 23 avril dernier en commission des lois. Selon le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, venu assister à l'ouverture de la plénière mardi, l'étude du projet de loi de la révision constitutionnelle devra se faire à la base des recommandations de la CEDEAO, tel qu'indique le communiqué final du 53e sommet des chefs d'État de cette institution sous-régionale le 31 juillet 2018 à Lomé, et ceci pour la résolution de la crise sociopolitique déclenchée au Togo le 19 août 2017. La mouture de la loi fondamentale avortée fin 2018 prévoyait entre autres un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour la présidentielle et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, soit 10 ans au maximum. Selon la procédure, une fois passé en commission des lois, le projet devra être soumis aux députés pour une adoption à une majorité des 4/5. Faute de quoi, un référendum sera organisé ainsi que le stipule la Constitution actuelle. Au Mozambique, le cyclone Kenneth, qui s'est abattu jeudi sur l'extrême nord du pays, a fait au moins 5 morts, selon un bilan annoncé samedi par le gouvernement mozambicain. Le cyclone a également détruit ou partiellement endommagé plus de 3300 maisons, selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence. Reportage. Des habitants de Maputo au Mozambique inspectent les dégâts après le passage jeudi du puissant cyclone Kenneth dans le nord du pays qui a tué au moins 5 personnes. Deuxième cyclone à s'abattre sur le Mozambique en moins de 6 semaines, Kenneth a également détruit ou partiellement endommagé plus de 3300 maisons selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence. Quelques 18 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement d'urgence. Samedi, les pluies continuaient de s'abattre sur la province de Cabo Delgado, laissant craindre des inondations. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, de fortes pluies sont encore attendues dans les prochains jours.
De fortes précipitations sont également attendues dans le sud de la Tanzanie voisine dans les 10 prochains jours. Selon les services de secours, l'impact du cyclone à Pemba a été minimal. Pendant ce temps, 90% des habitations sur l'île d'Ibo, où vivent quelques 6 000 habitants, ont été fortement endommagées, selon plusieurs sources. Le travail des humanitaires est compliqué par l'absence de télécommunications et de routes impraticables. Kenneth a touché jeudi la côte du Cabo Delgado avec une extrême violence supérieure à celle avec laquelle Idai avait noyé la ville de Beira le 14 mars dernier avec des rafales de vent de 280 km/h. Au Niger, pour sensibiliser les populations sur les menaces qui pèsent sur le fleuve, une agence organise depuis 3 ans un rallye fluvial inter-État. Une centaine de rameurs étaient sur le départ de Tillabéri où a eu lieu le lancement en présence de notre correspondant Abdul Karim Mahamadou. Le rallye fluvial, qui est à sa 3e édition, va rallier Tillabéri à Gaïa en passant par l'île de Lamantin, Bumba, Karimama et Malanville au Bénin. Il a pour objectif de sensibiliser les communautés usagers du fleuve sur les menaces auxquelles il fait face, les impliquer dans les activités qui visent à sauver le fleuve. Un fleuve source de richesse et qui demeure une destination touristique de par ses îles et l'importance de sa faune aquatique. C'est pourquoi le ministre du Tourisme, Ahmed Boto, a invité les populations à s'approprier le rallye et tous les messages que les techniciens vont leur passer tout le long de la traversée du fleuve par les rameurs. Le fleuve Niger est un important patrimoine et bien commun qui mérite d'être sauvé et entretenu, a soutenu le ministre du Tourisme. Le ministre a surtout appelé les riverains à s'adonner à l'agriculture intensive afin que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le fleuve Niger est un outil extrêmement important qui est au centre de la promotion de l'initiative 3N, en ce sens que il procure toutes les potentialités qui permettent aux Nigériens de nourrir les Nigériens. Il les transporte à lui-même et en même temps il les favorise, en ce sens qu'il favorise le développement de l'agriculture et bien d'autres activités. Le rallye fluvial est une belle opportunité pour l'agence du barrage de Kandaji, un barrage dont les travaux de construction ont repris et de plus belle. L'agence partenaire par excellence du rallye s'associe à la cause, car sans fleuve, pas de barrage. Les techniciens de l'agence du barrage suivent le rallye et à chaque étape sensibilisent les communautés sur la nécessité de sauver le fleuve et sur les missions de l'agence. Mission bien présentée par le secrétaire général de l'agence du barrage de Kandaji, Ali Yero Amadou, lors du lancement du rallye. Il s'agit notamment de la protection de l'environnement et des bassins versants du fleuve Niger par le traitement des cuirasses et des terres encroûtées, le traitement des terres et des glacis, la fixation des dunes de sable, le traitement des coris et la plantation et l'ensemencement des pâturages dégradés. La sauvegarde des écosystèmes par le classement en collaboration avec le ministère de l'Environnement de la réserve nationale naturelle de Kandaji et de la réserve intégrale dite sanctuaire des hippopotames. L'agence Songoï Voyage, qui est à l'initiative de ce rallye, ambitionne d'associer les rameurs du Mali et du Nigeria qui n'ont pas pris part au départ de cette 3e édition. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.